Je suis fière le jour où j'ai franchi ma première ligne d'arrivée de marathon. C'est vraiment impressionnant. C'est émouvant. On se croit, c'est peut-être bizarre de dire ça, on se croit le plus fort du monde. On se dit, c'est incroyable, je l'ai fait, on pleure, on passe par toutes les émotions. Bienvenue dans Yaka, le podcast qui te fait oser. Un podcast proposé par Abeille Assurance. J'ose pas, plus tard. Je vais pas y arriver. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Non, plus tard. Plus tard. Ah, Yaka Faucon. Yaka. 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 Épisode numéro 3. Courir mon 7e marathon à 50 ans, je l'ai fait. 0. C'est le nombre de femmes autorisées à courir un marathon jusqu'en 1967. C'était il y a 57 ans. Mieux encore, ou pire, il faut attendre les Jeux Olympiques de Los Angeles de 1984 pour que le marathon féminin entre officiellement dans la compétition. En 2021, en France, elles étaient 20% à courir les 42 km et 40% pour les 10 km, selon un article de 20 minutes. Alors, si la course à pied s'est féminisée, les seniors y sont également plus représentés. Il n'est plus rare de voir des participants de 65 à 90 ans fouler le bitume. Parce qu'aujourd'hui, on court pour plein de raisons. Le plaisir, le dépassement de soi, des objectifs esthétiques, être solidaire lors de courses comme la Nuit des Relais ou Odyssea, auxquelles les collaborateurs d'Abeille Assurance participent depuis quelques années. Au bout du compte, on est passé de 500 000 coureurs en 1975 à 18 millions en 2020, si l'on en croit Olivier Bessy, auteur de Courir de 1968 à nos jours aux éditions Kern. Parce qu'au final, pour courir, il suffit de quoi ? D'une bonne paire de baskets et d'un sacré mental. Et ce mental, Virginie, elle l'a. Elle nous raconte son yaka après avoir couru son 7e marathon il y a quelques semaines. Bonjour Virginie. Bonjour Alicia. Du coup, je vais te présenter, on va pas tourner autour du pot. Moi, je te connais, depuis 5 ans qu'on travaille ensemble. On est rentrés à la com au même moment. Virginie, maman de 3 enfants, et tu cours. Puisque tu cours, je t'ai préparé un question sprint en 1 minute, top chrono. Oui. Ta course préférée? Marseille-Cassis. Ta pire course? Un cross. Ton meilleur temps? 4h03 sur marathon et 1h48 sur semi. Ton porte-bonheur? Aucun. Banane ou sac à dos quand tu cours? Ni l'un ni l'autre. Sac à dos sur trail uniquement. Marathon, une ceinture où je peux glisser des gels. Pâte de fruits ou pâte au beurre? Pâte au beurre avec du sel. La course que tu rêves de faire? Le marathon de New York, le Graal. Et peut-être le marathon des sables. Course sur route ou trail? Course sur route. T'es plutôt lièvre ou tortue? Entre les deux. Et stop. Tu fais des marathons, tu fais des trails, tu fais des semi-marathons, tu fais plein de courses ici et là, en France, à l'étranger. Et justement, on va revenir à ces premiers pas, ton historique. Est-ce que tu t'en souviens depuis quand tu cours? J'ai commencé à courir au collège, des crosses, et j'étais dans une famille sportive. Mon père faisait du vélo, mon frère aîné de l'athlétisme et mon autre frère du vélo également. Donc t'as ça dans les gènes en fait. J'ai ça dans les gènes. Ouais. Et donc moi je faisais plutôt de l'équitation et j'ai commencé à courir quand je suis rentrée dans la vie active parce que l'équitation me demandait trop de temps. Et j'ai commencé à courir exactement en 2008 après ma 2e grossesse. Je faisais juste le tour du quartier qui me paraissait une montagne à l'époque. Ouais, avec la poussette ou pas? Non, sans la poussette. Parce qu'il y en a un qui court avec des poussettes, sans on les la voit. poussette. Ouais. Et je courais autour de l'hôpital du Vésinet, exactement, où j'habitais. Et j'ai augmenté les distances au fur et à mesure. Et comme j'avais l'esprit de compétition avec l'équitation, j'avais besoin de me donner un objectif et je me suis inscrite donc à ma première course en 2008 qui est le Paris-Versailles qui est en fin septembre, le dernier week-end de septembre.
Et je me suis lancée dans cette course avec cet objectif de le finir. Et à l'arrivée, en fait, ça m'a fait un effet waouh. Et je suis partie et depuis, je n'arrive plus à m'arrêter. Paris-Versailles, on connaît bien. Parce que je dis ça parce qu'on l'a couru ensemble, pas plus tard que l'année dernière. Et c'est vrai que moi, j'ai eu une envie de le faire. Je me serais pas forcément posé la question si je l'avais pas rencontré. Pour tout te dire, je suis une coureuse du dimanche, hein. Mais à force de t'entendre parler des courses, de t'écouter, d'échanger aussi avec toi sur ces questions-là, je me suis dit, ouais, en fait, c'est pas mal, tu vois. Et puis bon, comme j'habite à Versailles, hein, voilà, on va dire, T'arrives à la pas maison. trop foulée, hein, c'est un peu à la maison. Est-ce que t'as des gens qui t'inspirent? Est-ce que t'as un modèle? Et toi, tu parlais de ta famille tout à l'heure. Est-ce que c'est eux qui t'ont donné envie, ou peut-être d'être sportif connu? Ou est-ce que t'as des rôles modèles comme ça, sportifs? Déjà, dans ma famille, le fait que mon père et mes frères faisaient du sport, la course à pied, c'est la facilité. En fait, c'est la paire de baskets. On sort chez soi, on peut courir où on veut. C'est le côté pratique. Et donc, c'était un peu mes modèles. Mon frère aîné a fait le marathon de New York. Mon autre frère a fait le marathon de Paris plusieurs fois. Et t'as couru avec eux d'ailleurs? Certaines courses, oui. Pas mon frère aîné puisqu'il a arrêté, mais mon frère cadet, oui. On a fait plusieurs fois le Marseille-Cassis ensemble. Bon, lui devant, moi derrière, mais on se retrouve à l'arrivée. Et en sportif, j'ai Anaïs Kemener qui est plusieurs fois championne de France du marathon, qui est française, qui est un peu un modèle, qui est une battante. Voilà, son histoire est intéressante. Ça me donne une idée de la force qu'on peut avoir avec la course à pied. Et donc, il y a pas longtemps, tu as rencontré Jean Galfione. On parlait de sportifs connus, justement. Tu as retenu quoi de cette rencontre? Parce que vous avez un peu échangé, donc, sur le sport, notamment. Ce qui m'a marqué dans ses propos, c'est qu'il faut rien lâcher. C'est un effort constant dans l'entraînement pour arriver à le jour de la compétition. Il n'y a pas de secret, en fait. L'entraînement, ça paye. Et c'est vraiment ça, en fait. Il a totalement raison. Il faut s'entraîner. Alors justement, l'entraînement, parlons-en, parce que ça, c'est vraiment le cœur de la préparation. Quand tu t'embarques dans une course, on va prendre forcément l'exemple de Stockholm. Tu es rentré il y a quelques semaines, où tu as couru le marathon de Stockholm. Comment tu t'es préparé physiquement et mentalement? Je sais que tu cours en club, donc tu as un coach. Alors, vous entraînez en groupe, mais pourtant, tu cours seul. Comment tu te prépares, quoi? Tu vois, les fréquences de course et le mental, on en parlera peut-être un peu après, mais déjà physiquement. Alors, le marathon de Stockholm, je me suis inscrite toute seule hors club, puisqu'il n'y avait pas de marathon dans le programme. Le coach nous donne un programme quand on fait un marathon en commun. Donc, on avait eu celui de novembre pour Deauville. Donc, j'ai repris le programme de préparation pour Stockholm. J'ai essayé de le suivre puisque je m'entraînais avec les séances du club et aussi toute seule quand j'avais pas l'occasion de me greffer sur les séances du club. Ce qui est très difficile dans la préparation d'un marathon, c'est de tenir dans la durée parce que c'est très exigeant. Il faut courir 4 fois par semaine, ou 3 fois selon le temps, parce que des fois il pleut des cordes et c'est vrai que des fois c'est difficile, on est fatigué. C'est pour ça aussi qu'il faut écouter son corps, parce que des fois on arrive on sent que vraiment on est fatigué parce que c'est quand même sur 10 semaines et c'est pas grave de réduire à 3 jours dans la semaine les séances. Ce qui compte, c'est vraiment la durée et le nombre de kilomètres parcourus dans une semaine. Sur 7 jours, il faut faire à peu près la distance marathon. Et également, il faut compter 1 ou 2 sorties assez longues et de 25 et 30 kilomètres ou 28. Et de monter, en fait, ça fait comme un palier. En fait, on va jusqu'à une pointe et après, on redescend vers le jour du marathon. Plus on se rapproche, plus on réduit la quantité de courses et d'entraînement, de volume en fait plutôt. Et après, il n'y a plus qu'à le jour J. On n'attend plus que ça en fait. Le jour du marathon, on sait on sait jamais vraiment si on est prêt, mais
on n'attend plus que ça, en fait. C'est un peu comme les chevaux dans la course sur les hippodromes. Voilà, on est dans les starting blocks et là, il faut y aller, quoi. Et mentalement? Le mental, je dirais que c'est plutôt dans les dernières semaines, parce que plus l'échéance approche, on réalise plus. Par exemple, pour Stockholm, j'ai reçu l'email avec mon numéro de dossard, donc là, on sait que c'est proche, donc ça concrétise un peu plus. Et le mental, c'est vraiment le jour de la course, quand on est dans le sas de départ. Là, on se focalise et on se dit bon je suis là, je vais courir. Après, les aléas de la course, on le sait jamais. On peut avoir des douleurs qui apparaissent et abandonner. On peut tomber. Tout peut avoir plein de désagréments. Et on peut jamais le savoir à l'avance. J'ai eu la chance de toujours finir mes marathons. J'ai jamais eu de blessures. J'ai vraiment eu de la chance. Mais on peut pas le savoir. Et le mental, c'est vraiment le jour de la course, c'est vraiment à la fin. D'autant que Stockholm, tu me le disais, c'était ta course la plus dure. Ouais. En quoi c'était la plus dure? Alors, c'était la plus dure parce que je suis allée seule à Stockholm. Et également par le climat. Il a fait 27 degrés le jour de la course, avec un départ à midi. Et en plein cagnard. avec un dénivelé de 480 mètres des positifs. Et négatif aussi, ça va de soi, mais très difficile. La chaleur a été très, très compliquée ce jour-là. Et c'était chaud. Mais t'es allée jusqu'au bout? Je suis allée jusqu'au bout. Je voulais la médaille, en fait. Parce que c'est vrai, en fait. C'est un des sports où t'as pas de compète, tu vas pas vouloir être le premier sur le podium. Alors pour certains, peut-être. Hein. C'est surtout une sorte de compétition contre soi-même. On y va pour déjà finir le marathon, pour avoir la médaille et pour faire son meilleur temps, pour battre en fait son temps d'avant. Oui, on essaye. Alors après, on sait qu'il y a certains marathons, on peut, qui sont plus roulants, plus faciles, les conditions, aussi si la prépa elle a été meilleure. Il y a plein de conditions qui font qu'on peut dépasser son chrono. Stockholm, je savais que j'allais pas dépasser mon chrono. Tu es allée pourquoi d'ailleurs? Pour la nouveauté? Pour la nouveauté, c'était un marathon de fin de saison, juin, ça évite de faire une prépa d'hiver, janvier-février, où il faut courir quand même avec des températures parfois négatives, de nuit. Là, j'ai fait une prépa en avril-mai, donc sur 2 mois. J'avais envie vraiment de changer. Et puis, je suis allée sur un site de course à pied, et je suis allée regarder les mois, et je suis tombée sur Stockholm, et je me suis dit, pourquoi pas. Et t'en as fait combien au final? Des courses, tout confondu? Trail, semi, marathon... Alors, tout confondu, j'ai dû faire à peu près entre plus de 70 courses, presque 80. J'ai 65 médailles au total. Bravo. Parce qu'il y a des courses où il n'y a pas de médaille à l'arrivée, comme celle de dimanche que j'ai faite là. J'ai fait un trail dimanche de 21 km. Il n'y a pas de médaille. Donc oui, à peu près plus. Mais il y a la satisfaction. Il y a la satisfaction. Quand même. Voilà, c'est rigolo. On met les pieds dans la boue. Donc à peu près 80 courses depuis 2008. Et la prochaine? Parlons-en de la prochaine. New York. Oui, alors la prochaine course, le prochain marathon surtout, parce que j'ai d'autres courses avant. Le prochain. Évidemment que tu as des courses avant. Des petites balades de santé, quoi. Voilà. Le prochain marathon, c'est New York, que j'attends depuis 2021. Je m'étais inscrite en 2020, parce qu'il faut s'inscrire un an avant. 2021, le Covid, donc reporté. Et donc l'année dernière, je me suis inscrite via une agence, puisque c'est très difficile de s'inscrire sur le site. C'est un tirage au sort que j'ai tenté 4 fois, que je n'ai jamais eu. Et donc, mais comme dit Jean Galfion, il faut jamais rien lâcher. Voilà. Donc je suis passée par une agence, parce que le marathon New York, c'est un peu le Graal. C'est le marathon à faire une fois dans sa vie.
J'ai eu que des échos incroyables sur l'ambiance, tout du long du parcours. Et donc là, la prépa va commencer en septembre, sur 2 mois. Je pars fin octobre. L'objectif, c'est de le finir, sans blessure, d'avoir la médaille. Évidemment. Évidemment. Le chrono, c'est un marathon difficile. Il y a les ponts, il y a... Pareil que Stockholm, est-ce qu'il y a le même dénivelé ou pas? Il y a du dénivelé un peu, peut-être un peu moins, je pense, mais il y a des phases difficiles. Il y a une grande avenue, je crois que c'est la 5e. La 5e avenue, c'est une ligne droite de 7 km. Tout le monde dit c'est très compliqué dans la tête parce après il y a encore Central Park, c'est pas fini. Donc c'est vrai que sur un marathon, quand tu as une grande ligne droite et c'est sans fin, là c'est le mental. Très bien, je vois c'est le très mental. bien cette ligne droite de l'arrivée, mais j'étais tellement pas préparée. C'est la pire, je crois que c'est le pire moment. C'est-à-dire que tu arrives à la fin, et là, ton cerveau, il vrille, parce que t'as un côté qui te dit « Eh, c'est bon, c'est l'arrivée !» Et puis l'autre côté qui te dit « Eh non, faut encore courir !» Et là, j'en pouvais plus, quoi. Alors, bon, je l'ai fini, hein, je suis allée jusqu'au bout, mais franchement, je m'y attendais tellement pas à cette fin de course. Et il y a un autre truc aussi qu'on dit d'ailleurs, c'est le mur des 30 km. C'est quoi ce mur des 30 km? Alors, sur un marathon, tout le monde a fait un SMI. Donc, on arrive au stade du 21 et on se dit, ça va. On va passer le 21 et c'est là où, en fait, on va s'approcher des 30. Et en fait, ton corps, il a puisé tout le glucose que tu as ingurgité la veille avec les jours précédents. Et quand tu arrives aux 30, tu as eu... Soit ton corps, il arrive à faire face, et donc tu prends des gels, tu peux boire un petit peu, et là, tu arrives à faire face, et il y a là, à ce moment-là, tu arrives dans une phase où tu as des douleurs qui apparaissent, ou pas, ça dépend. Et tu as le régime qui va, c'est-à-dire que tu as ta vitesse qui va réduire, et là, ça va vraiment se jouer au mental. Ouais. Et c'est là où on parle de dépassement de soi. C'est le cœur de notre échange aujourd'hui. C'est que tu fais comment, en fait, pour gérer les blessures, pour aller jusqu'au bout? À quoi on pense aussi, tu vois, dans 5 heures? C'est quoi le plus dur dans un marathon pour toi? Enfin... Alors, quand on part sur le marathon, au début, les premiers kilomètres, on est super content. On fait, ah, c'est super, c'est génial, il y a la foule et tout, là. Au bout de 5 kilomètres, là, on est rentré, on est chaud. Le corps a pris le rythme, il faut se caler dans un rythme. C'est le secret du marathon, c'est d'être un métronome, c'est-à-dire vraiment se caler sur sa vitesse qu'on connaît, puisque c'est pendant la prépa. Et après, on rentre un peu dans une bulle et on pense à quoi? On pense à énormément de choses. Moi, je pensais à mes parents, je pense à mes frères, je pense à mes enfants. Après, à des moments, je focalise sur la musique, parce que sur le marathon, j'écoute de la musique. Tu penses pas à tes collègues? Je pense au travail aussi, aux problèmes, aux amours, à énormément de choses. Ouais. À des moments, on pense à la douleur, on dit « Oh, j'ai mal là, j'ai mal là ». Après, tu dis « Non ». Des fois, tu dis « Mais qu'est-ce que je fais là? Je veux rentrer. » Et la respiration, d'ailleurs, est-ce que ça peut être une clé, par exemple? Parce que tu utilises la respiration pour gérer la douleur. Tu vois, c'est un truc tout bête, mais un truc de femme, l'accouchement, tu vois. On nous dit respirer, souffler. Non, pas spécialement. C'est plutôt plus au mental, la douleur, en fait. Ouais. J'essaye de passer outre, en fait. Sur un marathon, c'était mon deuxième marathon de Paris. Et j'ai eu une énorme douleur à la hanche. Et j'ai cru que j'allais pas le finir. Et en fait, tu dis c'est pas grave, je fais des petites foulées, tu réduis le rythme et tu dis bon, je suis là, je vais aller franchir la ligne d'arrivée. Tant pis quoi, pas tant pis, mais tu te dis allez j'y vais. Après on franchit la ligne. Et bon. Mais après ces 20 km dont tu parlais, t'as les 30 et à partir des 30. Le corps, parce qu'il y a encore 12 km derrière, Il y a encore 12. Et en fait, c'est de plus avoir d'énergie. C'est le corps, si t'as pas pris toute l'alimentation, tous tes gels, c'est-à-dire que pendant 3 jours avant la course, c'est une hygiène de vie. Il faut manger du poisson gras, beaucoup de féculents,
En fait, il faut charger la machine comme une voiture, en fait, un peu. Il faut vraiment du carburant. Ouais. Et si ça puise dans le gras, et passer les 30, si t'as pas tout ça, bah en fait, ton corps, il va plus répondre. Et je sais pas si des gens ont déjà vu ces vidéos, on voit des coureurs qui partent un peu comme un pantin désarticulé, c'est que le corps ne répond plus. Et c'est que t'as plus d'énergie. Vraiment, il y a plus d'essence Tu dans m'as la montré machine. cette vidéo, c'était Ouais. impressionnant. C'est un pantin désarticulé. C'est très flippant même, je dirais, un peu quand même. Pourquoi tu cours? Ça représente quoi pour toi? Bah, c'est un sas de décompression. C'est pour le plaisir, pas tout le temps. Non, je plaisante. Non, c'est un besoin, en fait, c'est un besoin physique. Je suis quelqu'un qui est assez active et j'ai besoin de bouger. J'ai toujours bougé. J'ai fait de l'équitation. J'étais en sport-études. Je remets toujours mes baskets en vacances, ça va de soi. Et c'est vraiment le besoin de courir, de bouger, de prendre l'air. Puis aussi, quand je cours, j'aime bien... par exemple, sur Stockholm, en fait, c'est un plaisir. Tu découvres. J'ai le temps de regarder, voir les paysages, voir l'architecture, découvrir des bâtiments. Des fois, discuter avec des coureurs aussi sur la course. C'est une balade accélérée. Voilà, c'est une balade accélérée. Mmh. Oui, c'est le plaisir du sport et bon, la course, la compétition, bien sûr. Mmh. Et c'est marrant parce que quand j'avais écrit cette question, ça représente quoi pour toi? J'avais aussi une idée de réponse. Et cette réponse était une bouée de sauvetage. Je vais revenir sur un épisode qu'on a vécu, pas plus tard que l'année dernière, une perte d'une personne proche, ta maman. Donc, avant l'enterrement, tu avais une course, c'était à Deauville, je crois. Mm. Et nous, ton équipe, ta responsable, Agnès Coucou, et moi-même, t'avions vraiment mis en garde en te disant, mais ne cours pas, repose-toi, t'es hyper fragile, t'as plus d'énergie, vraiment, prends soin de toi. Et toi, bah non, quoi. Tu le sais, on t'admire beaucoup pour cette raison-là. T'es une superwoman, quoi. Je veux dire, tu cours, mais no matter what. Et même dans ces moments les plus durs d'une vie, t'y es allée, quoi. J'y suis allée. T'y es allée et tu t'es revenue avec un débrief en nous disant, mais j'avais besoin, en fait. Et je les voyais au bout. Je voyais ma mère au bout du parcours. C'était beau. Et c'est pour ça que je vois la course, pour toi, dans ces moments-là, je l'ai vraiment vue comme une bouée de sauvetage. Alors, Deauville, c'est vrai que c'est un marathon un peu particulier. J'avais fait donc la prépa sur septembre-octobre. Et ma maman est décédée une semaine avant le marathon, le dimanche, une semaine avant. Et donc, toute la semaine, j'étais tiraillée à le faire. Donc, psychologiquement, c'est difficile puisque j'avais déjà perdu mon père 28 ans avant. Et là, se retrouver sans parents, te dire, bon, alors j'ai mon marathon, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai hésité. Les premiers jours, je me suis dit, je vais pas le faire, c'est pas sérieux, je suis fatiguée, psychologiquement, je suis impactée, ça va être compliqué. Au milieu de la semaine, je me suis dit, j'avais envie de rien faire. Je me suis dit, de toute façon, je vais rester dans le canapé. La télé, ça m'intéresse pas. Me balader à Paris, ça m'intéresse pas. Je vais tourner en rond dans un appartement. J'avais pas envie de faire autre chose. Et en fait, mes frères m'ont dit, de toute façon, ça va pas changer l'ordre des choses. Psychologiquement, je me suis dit, je vais me mettre dans ma bulle. Et je vais me focaliser, je vais être face à moi-même pendant ces 4 heures, parce que j'ai mis 4h03. En plus de ça, c'était mon meilleur temps ce dimanche. Et c'est vrai que pendant 4 heures, je me suis renfermée sur moi, j'étais qu'avec moi. Je me suis focalisée sur ma musique, j'ai pensé à mes parents, à ma mère. Et c'est vrai que l'enterrement était le lendemain du marathon, donc c'était très compliqué. Et aussi... donc l'arrivée du marathon de Deauville est sur les planches de Deauville. Et en fait, j'ai une photo de mes parents qui marchent sur les planches avec ma marraine et son mari. Et en fait, dans ma tête, j'avais cette image-là et je me suis dit, ouais, l'arrivée, elle est là. Et je pensais à eux et je me suis dit, bon, allez, je fonce. Et
Et j'ai focalisé sur ça et je me dis, je le fais, voilà. C'est une jolie histoire. Je suis arrivée au bout. C'est une jolie histoire. Merci Virginie pour ce partage. Il y a une autre histoire que je voudrais aussi raconter. Là, je dirais que c'est l'inverse. Ça a été la sauveteuse d'une personne, marathonienne. d'une marathonienne qui courait il y a pas longtemps. À quelle Au occasion? mois d'avril. Au mois d'avril. Marathon de Paris. Marathon de Paris. Et tu l'as aidée. C'est-à-dire que elle en pouvait plus. Et toi, tu lui as dit, mais vas-y, quoi. Tu peux raconter? Oui, je faisais une sortie dans Paris en entraînement. Et au lieu de courir seule dans mon coin, je me suis greffée sur le marathon. Je me dis, je vais faire une partie, puisqu'on peut rentrer sur le parcours. Et je commence à discuter avec une jeune coureuse. Et on était à, justement, ce qu'on appelle dans le dur, puisqu'on passait les 30. Et elle voulait abandonner. Et elle me dit, j'en peux plus, je veux marcher, je veux abandonner. Et je lui ai dit, bah écoute, tu vas pas abandonner. Et je l'ai accompagnée, je l'ai soutenue jusqu'au bout. Je lui ai pris les petites bouteilles au ravitaillement pour lui porter les bouteilles. Et je lui ai dit, on va franchir la ligne d'arrivée ensemble. Parce qu'elle a commencé à marcher et elle disait qu'elle était nulle. Je lui ai dit, non, t'es pas nulle, même si tu marches. Et elle a fini en très bon temps. Elle a fini en 3h40, 5, je crois, pour un premier marathon. Donc, voilà, je l'ai accompagnée. Elle était contente. C'est une jolie histoire aussi. Voilà. Enfin, dernière question. Est-ce que tu es fière de toi? Bonne question. Je suis fière le jour où j'ai franchi ma première ligne d'arrivée de marathon. C'est vraiment impressionnant. C'est émouvant. On se croit, c'est peut-être bizarre de dire ça, on se croit le plus fort du monde. On se dit, c'est incroyable, je l'ai fait. On pleure, on passe par toutes les émotions. Et là, oui, on est vraiment fiers parce que c'est vraiment une distance pas simple à franchir. Mon premier temps, c'était 4h20, 4h17, je crois, 4h17. C'est vrai que c'est assez compliqué, c'est très difficile. Et ce jour-là, ouais, j'étais très fière. Ouais. C'était quand? 2015. 2015. 2015, mon premier marathon. Et je te confirme, tu peux être fière de toi. Merci. Bien, merci Virginie pour cet entretien sportif. On espère que ça donnera l'envie à ceux et celles qui n'osent pas d'aller courir loin, très loin. À très bientôt pour un prochain épisode de Yaka. Merci Alicia. Vous venez d'écouter Yaka, un podcast produit par Abeille Assurance.